En 48 heures, une région que l'on croyait immobile a basculé, comme si le Sahel avait contracté un demi-siècle d'attente en un seul souffle brutal. Les chiffres 48 heures et un demi-siècle résumaient un paradoxe complexe. Comment une terre épuisée par l'aide extérieure pouvait-elle reprendre l'initiative aussi rapidement? Ce renversement marquait le moment où un peuple, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, décide de reprendre son destin en main. Le paysage calme annonçait déjà la rupture. Cette promesse n'était pas théorique. Elle engageait la sécurité immédiate et l'idée fragile qu'un modèle africain, pensé localement, pouvait exister sans l'aide extérieure. La situation au Sahel a longtemps été perçue comme une équation complexe, où les acteurs extérieurs jouaient un rôle prépondérant. Pourtant, en octobre 2025, cette dynamique a été profondément bouleversée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Ce changement brutal a mis en lumière l'urgence pour la région de reprendre le contrôle de son avenir, non pas dans une logique d'isolement, mais en redéfinissant ses relations avec le reste du monde. Le moment décisif est survenu après plusieurs décennies de dépendance, de décisions retardées et de promesses non tenues. Le véritable défi résidait non seulement dans la capacité militaire, mais aussi dans la volonté de réécrire le récit de la souveraineté sahélienne. Le peuple sahélien, longtemps spectateur, est désormais acteur principal. Avec Ibrahim Traoré, l'accent a été mis sur la nécessité de définir les règles du jeu avant qu'elles ne soient imposées par d'autres. Ce virage stratégique, bien plus qu'un simple changement politique, représente une remise en question fondamentale des structures de pouvoir héritées. Le renversement qui a eu lieu au Sahel en octobre 2025 ne s'est pas fait sur un simple coup de chance. En à peine 48 heures, 3 armées sahéliennes, unies sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont inversé un rapport de force qu'on croyait figé depuis 50 ans. Depuis 50 ans, cette opération a révélé une mécanique cachée, qui n'était ni spontanée ni improvisée. Les plans étaient déjà en place depuis longtemps. Les unités maliennes, nigériennes et burkinabées avaient étudié les moindres détails, préparé leurs forces et, surtout, intégré un dispositif technique local qui était la clé de cette efficacité. Le Sahel n'attendait plus que l'impulsion nécessaire pour agir, et cette impulsion est venue d'Ibrahim Traoré, qui a pris la décision d'unifier les forces locales sous une vision commune, redevenir maître de son destin. L'implication d'Ibrahim Traoré était cruciale, non pas en tant que simple chef militaire, mais comme l'incarnation d'un projet plus vaste de souveraineté sahélienne. Il n'a pas attendu l'intervention de forces extérieures pour réagir, mais a décidé de façonner un modèle propre à la région. Ce changement ne s'est pas seulement joué sur le terrain militaire, mais aussi dans la manière dont l'information circulait. Par exemple, les communications internes, autrefois dépendantes d'outils importés, sont devenues plus fluides grâce à des systèmes locaux développés sur place. Cette transition technique a été perçue comme un acte de souveraineté, un signe que la région pouvait non seulement se défendre, mais aussi se moderniser sans dépendre des autres. L'un des symboles les plus marquants de cette autonomie retrouvée a été l'utilisation des drones fabriqués localement. Ces drones, assemblés à Niamey, ont effectué leur premier vol au-dessus des dunes sahéliennes, capturant des images de l'ennemi en temps réel. Ce progrès technologique a renforcé la confiance des soldats sur le terrain, mais aussi des civils, qui ont vu en cela la concrétisation d'une indépendance technologique longtemps attendue. La rapidité de l'opération a choqué les observateurs extérieurs. En moins de 48 heures, plusieurs positions stratégiques ont été neutralisées, et ce succès a été attribué à la parfaite coordination entre les 3 armées sahéliennes. Plus encore, cette offensive a confirmé l'efficacité d'un modèle africain, conçu sur le terrain par des acteurs locaux, pour des enjeux locaux. Ce modèle, une fois mis en œuvre, a non seulement permis de regagner du terrain, mais a aussi renforcé le moral des troupes et des civils, qui, pour la première fois, ont eu l'impression de maîtriser leur propre destin. Cette victoire, certes militaire,
était aussi une victoire psychologique, car elle a permis de redéfinir le rôle des nations sahéliennes dans leur propre histoire. Cette offensive de 2025 n'a pas seulement été une démonstration de force militaire, elle a révélé un changement profond dans la manière dont les pays du Sahel abordent leurs défis. Ibrahim Traoré, tout en étant un militaire de haut niveau, a compris que pour garantir la souveraineté, il fallait non seulement se préparer à combattre sur le terrain, mais aussi refuser les structures extérieures qui avaient longtemps maintenu la région dans une position de dépendance. Les armées sahéliennes ne combattaient plus sous la supervision d'entités extérieures, mais étaient désormais responsables de leurs actions, de leur stratégie et de leur mise en œuvre. Ce renversement a eu des impacts visibles très tôt. Après l'activation de l'opération, les soldats sahéliens ont fait preuve d'une autonomie qui leur avait été refusée jusque-là. Les drones, fabriqués localement, ont effectué leur premier vol d'essai dans une région où les technologies étrangères étaient jusque-là les seules utilisées. Ce passage à l'autonomie technologique, bien que modeste, a eu un effet dévastateur sur la confiance de l'ennemi, qui ne s'attendait pas à une telle capacité d'action immédiate. Les villes proches de la frontière, qui avaient vécu dans une peur constante de l'avancée ennemie, ont rapidement commencé à sentir le changement. La présence militaire sahélienne ne s'est pas contentée de contenir l'ennemi, mais a aussi commencé à rétablir l'ordre et la sécurité sur le terrain. La première réponse du Sahel, centrée sur la défense de ses frontières, a évolué rapidement en une dynamique de reconquête de la souveraineté. Les troupes sahéliennes ont pris l'initiative sur le terrain, non seulement pour libérer les zones occupées, mais aussi pour garantir que chaque mouvement soit décidé localement, sans interférence extérieure. Ce changement de paradigme, où les forces locales assumaient pleinement leur rôle, a eu un effet bénéfique immédiat sur la dynamique du conflit et a permis aux soldats et aux civils de retrouver la maîtrise de leur destin collectif. La victoire obtenue au Sahel en octobre 2025 ne s'est pas mesurée uniquement en termes de positions militaires conquises ou de territoires repris. L'impact de cette offensive a été beaucoup plus large et profondément ancré dans la manière dont les dynamiques de pouvoir ont été redéfinies. Le Sahel, et plus particulièrement le Burkina Faso, ont montré qu'une région longtemps dépendante des aides et des influences extérieures pouvait non seulement prendre son destin en main, mais également le modeler selon ses propres besoins et priorités. Cette opération a marqué un tournant dans la perception de la souveraineté en Afrique, avec Ibrahim Traoré en tant qu'acteur central d'un changement stratégique qui allait bien au-delà de l'aspect militaire. Les résultats immédiats de l'opération ont été frappants. En moins de 48 heures, l'ennemi a subi une série de frappes décisives qui ont non seulement désorganisé ses lignes, mais également démontré la capacité de coordination entre les forces sahéliennes. L'une des premières actions a été l'attaque des lignes de ravitaillement ennemies, un coup stratégique qui a brisé leur capacité de mouvement rapide. Les frappes aériennes, dirigées par des drones assemblés localement à Niamey, ont ciblé avec précision les dépôts de carburant et les centres de commandement ennemis, réduisant ainsi leur capacité à réagir efficacement. La réussite de ces frappes n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une planification minutieuse et d'une infrastructure locale développée en amont. Cette autonomie, tant dans la production de drones que dans la coordination des opérations, a permis aux forces sahéliennes de prendre le contrôle de la situation, sans l'aide directe de partenaires étrangers. L'une des répercussions les plus significatives de cette offensive a été l'impact psychologique qu'elle a eu sur les civils et les soldats. Les habitants des villages frontaliers, longtemps confinés dans la peur et l'incertitude, ont commencé à percevoir un changement tangible. Dans des endroits comme Arbinda et Tindiban, les habitants ont réagi avec un sentiment de soulagement et de fierté. La phrase « Cette fois, c'est nous » est rapidement devenue un slogan symbolique, porté par des milliers de voix. Ce changement de perception a été l'un des éléments clés qui a alimenté l'élan de la victoire.
Les habitants du Sahel ont commencé à croire que leur avenir était désormais entre leurs mains. L'armée sahélienne, autrefois perçue comme dépendante des stratégies extérieures, est devenue le pilier central de cette nouvelle réalité. L'efficacité de l'opération n'était pas uniquement due à la supériorité technique, mais aussi à la capacité des forces locales à s'adapter rapidement aux circonstances et à gérer les défis sur le terrain. Chaque décision, chaque mouvement a été pris en tenant compte des réalités locales et de la dynamique régionale, et non pas en fonction des directives extérieures. Cette autonomie a non seulement renforcé la confiance au sein des troupes, mais a également permis une coordination plus fluide entre les armées des différents pays sahéliens. Les résultats visibles ont renforcé le sentiment que le Sahel pouvait non seulement se défendre, mais aussi se gouverner de manière indépendante. Un autre aspect crucial de cette opération a été la gestion des conséquences à long terme. Après la bataille, les soldats sahéliens se sont concentrés sur le rétablissement de l'ordre dans les zones libérées. Les premières étapes ont consisté à sécuriser les villages et à rouvrir les routes commerciales. Cette reconstruction rapide a permis de restaurer une certaine stabilité dans des zones longtemps abandonnées à la violence. De plus, les autorités locales ont commencé à restaurer les services de base, comme l'éducation et la santé, marquant le début d'une période de réintégration des communautés locales dans les structures étatiques. En somme, la victoire au Sahel a prouvé que la souveraineté pouvait être restaurée par la cohésion locale et la prise en charge des défis internes. Ibrahim Traoré et les autres leaders sahéliens ont compris que l'autonomie n'était pas seulement une question de pouvoir militaire, mais aussi de contrôle sur l'avenir économique, social et politique de la région. Cette transformation a inauguré une nouvelle ère, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le Sahel, qui a désormais les moyens d'écrire son propre récit. La réussite de l'offensive du Sahel en octobre 2025 s'est fondée sur un ensemble de facteurs techniques, stratégiques et psychologiques qui ont convergé pour créer un moment décisif dans l'histoire de la région. L'un des aspects les plus frappants de cette victoire a été l'utilisation de technologies locales, notamment les drones, qui ont joué un rôle crucial dans la coordination et la précision des frappes. Ces drones, conçus et assemblés à Niamey, ont permis de suivre en temps réel les mouvements de l'ennemi et de coordonner les attaques avec une précision qui a largement contribué à la réussite de l'opération. Leur capacité à détecter les signatures thermiques des véhicules et des infrastructures ennemies a non seulement facilité l'attaque, mais a aussi démontré que le Sahel pouvait compter sur ses propres ressources technologiques, indépendamment des outils importés. Cette avancée technologique, bien que modeste comparée à des équipements étrangers plus sophistiqués, a eu un impact psychologique majeur sur les forces adverses, qui n'étaient peut-être pas préparées à une telle réponse. Cependant, l'élément le plus déterminant de cette opération a été la coordination entre les forces sahéliennes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont mis de côté leurs différences pour travailler ensemble dans un esprit d'unité et de coopération. Chaque décision, chaque mouvement a été pris en fonction des besoins spécifiques de chaque pays, mais toujours dans une logique commune de souveraineté et d'autonomie. Ce modèle de coopération régionale a permis de surmonter les difficultés logistiques et opérationnelles et a renforcé le sentiment de solidarité entre les trois nations. Les armées sahéliennes, qui avaient été considérées comme fragmentées et manquant de cohésion, ont montré qu'elles pouvaient non seulement combattre ensemble, mais aussi triompher face à un ennemi mieux équipé. Un autre aspect de cette réussite a été la gestion de l'après-combat. Une fois les positions ennemies neutralisées, les forces sahéliennes ont rapidement pris en charge la sécurité et la réinstallation des civils dans les zones libérées. Cette réactivité a été essentielle pour maintenir l'élan de la victoire et éviter que le territoire ne retombe dans l'instabilité. Les autorités locales ont organisé des campagnes de réconciliation et de reconstruction, en mettant l'accent sur la réintégration des déplacés et la reconstruction des infrastructures essentielles. Cette approche a permis de stabiliser rapidement les zones libérées et de remettre en marche les processus sociaux et économiques.
En quelques semaines, les marchés ont commencé à rouvrir, les écoles ont repris leurs activités, et la vie quotidienne a recommencé à suivre son cours, ce qui a renforcé le moral des habitants et des soldats. En outre, l'opération a permis de renforcer la position géopolitique du Sahel sur la scène internationale. Les succès militaires ont montré que les pays sahéliens étaient capables de prendre des décisions souveraines et d'agir de manière autonome, sans avoir à dépendre de puissances extérieures. Ce changement de paradigme a eu des répercussions profondes, non seulement sur la politique régionale, mais aussi sur les relations internationales. L'unité et la coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont renforcé la légitimité de la région et ont envoyé un message clair à la communauté internationale. Le Sahel ne sera plus un terrain d'expérimentation pour les politiques étrangères, mais un acteur clé dans la définition de son propre avenir. Cette évolution a non seulement renforcé la position stratégique de la région, mais a aussi inspiré d'autres pays africains à repenser leur approche de la souveraineté et de la coopération régionale. Enfin, le modèle sahélien qui a émergé après cette victoire repose sur une dynamique interne de changement et de renouveau. Les succès obtenus grâce à la coopération militaire et à l'utilisation de technologies locales ont montré qu'il était possible pour la région de se gouverner elle-même, sans avoir besoin de tutelle extérieure. Ibrahim Traoré et les autres leaders sahéliens ont réussi à créer une dynamique qui va au-delà du simple acte de guerre, en bâtissant une vision partagée du futur, fondée sur l'autonomie, la solidarité et la souveraineté. Cette vision, bien que mise à l'épreuve par les défis à venir, offre un modèle alternatif de développement et de gouvernance pour l'ensemble du continent africain. L'impact de l'offensive sahélienne en octobre 2025 a été ressenti au-delà des frontières militaires. Les résultats de cette opération ont non seulement modifié l'équilibre des forces dans la région, mais ont aussi profondément redéfini la manière dont les pays du Sahel se perçoivent et se positionnent sur la scène internationale. Cette victoire n'a pas seulement été un gain stratégique, mais un changement de paradigme qui a marqué un tournant dans l'histoire de la coopération régionale. L'un des aspects les plus notables de cette victoire a été la coordination sans faille entre les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Chacun de ces pays, longtemps perçus comme séparés par des divergences politiques et des intérêts nationaux parfois opposés, a fait preuve d'une solidarité exemplaire face à l'ennemi commun. Les forces sahéliennes, autrefois fragilisées par des tensions internes et des divisions, ont démontré leur capacité à surmonter leurs différends pour travailler ensemble dans une unité stratégique. Ce changement a été possible grâce à une vision partagée de l'avenir, qui reposait sur la souveraineté régionale et la capacité de la région à se défendre seule, sans dépendre des puissances extérieures. Cette unité a été renforcée par une gestion plus locale des ressources et de la logistique, ce qui a permis une flexibilité et une réactivité qui n'étaient pas possibles auparavant. Le succès de l'opération a également été un test de la résilience des communautés sahéliennes. Là où les affrontements militaires laissaient souvent place à l'instabilité et à l'insécurité, les forces sahéliennes ont rapidement rétabli l'ordre dans les zones libérées. Les autorités locales, travaillant en étroite collaboration avec les forces armées, ont mis en place des programmes d'aide immédiate pour soutenir les civils et les soldats. Les marchés ont rouvert, les infrastructures de base ont été réparées et la vie quotidienne a repris son cours. Cette résilience, nourrie par un sentiment de fierté et de solidarité, a permis de transformer une victoire militaire en un succès social et économique, en rétablissant rapidement la confiance des populations locales. À un niveau plus large, cette victoire a renforcé la position du Sahel sur le plan géopolitique. Le message était clair. La région n'accepterait plus d'être un terrain de jeu pour des puissances extérieures ou d'être subordonnée à des structures internationales qui imposaient des solutions sans tenir compte des réalités locales. L'unité sahélienne a envoyé un signal fort à la communauté internationale, indiquant que le Sahel était désormais prêt à prendre les rênes de son propre destin.
Ce changement de position a été soutenu par l'adhésion croissante à des initiatives locales, comme la mise en place d'une zone de libre-échange régionale ou l'adoption de politiques communes en matière de sécurité, de commerce et de gouvernance. Enfin, la coopération sahélienne s'est également traduite par des progrès technologiques. L'utilisation de drones fabriqués localement, qui ont joué un rôle essentiel dans la coordination des frappes, a montré que la région pouvait développer ses propres capacités techniques sans dépendre des technologies importées. Ce progrès a non seulement renforcé la capacité de défense du Sahel, mais a aussi jeté les bases d'un développement technologique autonome. Les pays du Sahel ont commencé à investir davantage dans la formation de jeunes ingénieurs et techniciens pour créer un environnement propice à l'innovation et à l'indépendance technologique. En somme, la victoire de l'offensive sahélienne n'a pas seulement été un succès militaire. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère pour la région, où l'autonomie, la coopération régionale et la souveraineté sont devenues les pierres angulaires de la stratégie politique et économique. Ibrahim Traoré et les autres leaders sahéliens ont réussi à incarner une vision de changement profond qui pourrait bien servir de modèle pour d'autres régions du continent africain en quête de leur propre indépendance. À ce stade, il devient évident que la victoire militaire au Sahel ne constitue qu'une étape dans un processus beaucoup plus vaste de transformation régionale. Le changement ne réside pas seulement dans la reconquête des territoires, mais dans la redéfinition de l'identité et du pouvoir sahélien. Ibrahim Traoré, en dirigeant cette offensive, a permis non seulement à son pays, mais à l'ensemble du Sahel, de se réapproprier sa souveraineté d'une manière inédite. Ce qui était au départ une nécessité militaire est rapidement devenu une manifestation d'indépendance politique et économique. Le moment clé de cette transformation réside dans le changement de mentalité des populations sahéliennes. Là où la peur et la dépendance régnaient, un nouvel espoir s'est progressivement imposé. Les peuples de la région, voyant leurs forces armées gagner du terrain et restaurer l'ordre, ont commencé à croire que leur avenir ne dépendait plus de l'intervention extérieure, mais bien de leurs propres actions. Cela s'est traduit par un regain de confiance dans les institutions locales et une volonté croissante de participer à la reconstruction de la région. L'offensive sahélienne d'octobre 2025 a créé une dynamique qui a eu des répercussions profondes sur plusieurs niveaux. Au-delà des succès militaires immédiats, la victoire a marqué un changement de paradigme dans la manière dont le Sahel se positionne sur la scène internationale. Les trois pays impliqués, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont démontré une coopération sans précédent, non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans leur volonté collective de redéfinir leur avenir économique, politique et social. Ce qui a commencé comme une opération de défense s'est rapidement transformé en un projet de souveraineté régionale. Le Sahel, longtemps considéré comme une zone de fragilité et de dépendance, a montré qu'il était capable de définir son propre destin. L'un des aspects les plus significatifs de cette victoire a été la mobilisation des ressources locales, l'utilisation de drones fabriqués à Niamey, la gestion des systèmes de communication locaux et la coordination des frappes ont permis de démontrer l'autonomie technologique et stratégique de la région. Ce n'est plus la dépendance à l'égard des technologies et des soutiens extérieurs qui a dominé, mais une volonté affirmée de recouvrer un contrôle total sur les instruments de défense et de sécurité. L'impact psychologique a été immédiat, tant pour les civils que pour les militaires. Les habitants des zones libérées ont perçu ces changements comme le signe d'une transformation profonde. Pour la première fois depuis des décennies, la population sahélienne a eu le sentiment de retrouver le contrôle de sa propre destinée, ce qui a renforcé le moral et l'engagement des civils et des soldats. Mais les résultats ne se sont pas limités à la reconquête du terrain. Après la victoire militaire, les autorités sahéliennes ont rapidement mis en place un plan de réconciliation et de reconstruction pour les zones libérées. Les premiers pas ont consisté à rouvrir les marchés, rétablir les services de base et fournir un soutien direct aux populations touchées par les conflits. Cette phase de transition a permis de stabiliser rapidement les régions libérées et d'éviter que la victoire militaire ne se transforme en seuil. En retour,
l'instabilité. Les forces armées, en collaboration avec les autorités locales, ont commencé à reconstruire les infrastructures essentielles et à fournir une aide humanitaire dans les zones les plus touchées. La reconstruction n'a pas seulement été physique, elle a aussi été symbolique, avec un processus de réconciliation qui a permis aux différentes communautés de commencer à se remettre ensemble. Cette démarche a renforcé le sentiment d'unité et de solidarité au sein du Sahel. En parallèle, cette victoire a aussi renforcé la position géopolitique du Sahel dans le contexte international. La communauté internationale a rapidement pris note de cette nouvelle dynamique. Les réussites militaires, couplées à une gestion efficace des zones libérées, ont fait changer de nombreux points de vue sur la stabilité et le potentiel du Sahel. Ce modèle de gouvernance locale a suscité l'intérêt d'autres régions africaines qui ont commencé à voir dans cette dynamique une possibilité d'autogestion sans dépendre des structures extérieures. Les pays du Sahel ont non seulement fait front commun contre un ennemi commun, mais ont aussi posé les bases d'une coopération régionale renforcée qui pourrait bien servir de modèle à d'autres. Enfin, la victoire a offert une opportunité unique pour la région de redéfinir son futur sur le plan économique. En éliminant une partie de l'instabilité, les pays sahéliens ont pu commencer à attirer plus d'investissements locaux et étrangers, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la technologie. Les nouvelles politiques économiques ont favorisé les investissements dans les industries locales, en particulier dans les domaines de l'agriculture durable et de la production technologique. L'accent a été mis sur la création d'un environnement économique stable et propice au développement durable. La reconstruction du Sahel, après la victoire militaire, a ainsi été marquée par un objectif commun, l'autosuffisance et la réduction de la dépendance extérieure. Le succès de l'offensive sahélienne a ouvert plusieurs scénarios pour les mois et années à venir. La première et la plus évidente de ces trajectoires est celle de la consolidation. Les pays du Sahel ont démontré leur capacité à s'unir pour défendre leur territoire et restaurer leur souveraineté. Mais le véritable défi réside dans la gestion de cette victoire à long terme. La consolidation passe par plusieurs étapes. Le maintien de la sécurité dans les zones libérées, le renforcement de la coopération régionale et, surtout, la mise en place d'une gouvernance locale stable. Ce dernier point est crucial, car la victoire militaire ne peut se traduire en un véritable succès que si elle est suivie d'une phase de reconstruction et de réforme politique. Dans ce contexte, les pays sahéliens devront non seulement renforcer leurs institutions nationales, mais aussi poursuivre l'intégration de leurs forces armées et de leurs systèmes de sécurité. La coopération militaire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso devra être consolidée à travers des exercices conjoints réguliers et une coordination continue sur le plan stratégique. L'objectif est de faire de cette coopération régionale un modèle pour d'autres régions africaines, tout en garantissant que les forces locales puissent répondre rapidement aux menaces futures sans dépendre des intervenants extérieurs. Cette indépendance militaire sera essentielle pour prévenir tout retour en arrière et garantir la stabilité à long terme.